très rapidement, parce qu'il y a quelque chose qui était vraiment viscéral chez moi, je ne comprenais pas que pour les autres, ça ne le soit pas. Qu'on tolère ce que moi, je trouvais intolérable. C'est-à-dire que notre modèle crée, par exemple, chaque année 60 000 morts de pollution de l'air en France. Ça, pour moi, c'est totalement incompréhensible, totalement irrationnel. Je ne comprends pas qu'on se tue nous-mêmes, quoi. C'est un truc... Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme si les premiers abolitionnistes de l'esclavage, ils avaient dit, on veut un esclavage responsable. On veut une transition esclavagiste. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce truc n'a aucun sens. Bien évidemment que la dignité, ça se négocie pas. De même que la vie, de même que la liberté, de même que l'air qu'on respire. On va pas arrêter de respirer une journée sur deux. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Je pense qu'il y a des rencontres qu'on n'oublie pas. Et mon échange avec Sandrine Roudot à l'occasion du forum Séisme appartient clairement à celle-ci. Sandrine Roudot est prospectiviste, conférencière, essayiste, chercheuse et semeuse d'utopie. Depuis plus de 10 ans, elle s'intéresse aux mouvements citoyens d'hier et d'aujourd'hui, à la désobéissance, aux mécanismes de résignation, de soumission à l'autorité et aux liens entre l'engagement et l'accomplissement personnel. Sandrine Roudot est une femme passionnante qui est à la tête de la maison d'édition La Mer Salée qu'elle a cofondée avec son mari Yannick Roudot. J'espère que cet épisode vous plaira et qu'il vous donnera un tant soit peu envie de désobéir. Bonne écoute à vous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Heureuse d'être au forum Séisme ? Oui. Il y a plein de publics différents, plein de jeunes, une super énergie. Donc, ouais, c'est un beau mélange. Donc, ça me met en joie. Beaucoup de jeunes, je te rejoins et ça fait du bien. Tu es autrice et à la tête d'une maison d'édition qui s'appelle La Mer Salée. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on débute notre épisode, s'il te plaît ? Donc, je suis perspectiviste, c'est-à-dire que j'imagine quelle perspective pourrait advenir. Je fais des conférences sur le sujet, je suis autrice, notamment sur les sujets de modification de comportement, de désobéissance et de lien entre l'engagement et l'épanouissement personnel. Et depuis peu de temps sur les nouveaux imaginaires. Et j'ai une maison d'édition donc, qui s'appelle La Mer Salée, pour laquelle j'accompagne les auteurs. Je fais un peu tout, quoi. Une maison d'édition engagée. Une maison d'édition très engagée et utopiste. Et ça fait longtemps que tu as opéré un changement dans ta vie, puisque la maison d'édition fête ses 10 ans. Et toi, tu es engagée depuis bien longtemps aussi. Comment ça s'est passé justement pour toi, cette transition ? Alors, du coup, je la vois avec beaucoup de recul, puisqu'en fait, elle est arrivée en 2001. Donc, voilà. Ça fait un petit peu de temps maintenant. Que c'était une époque où je me suis pas vraiment rendu compte que j'étais en transition. En fait, j'ai pris une très grosse claque. J'appelais ça le mal au monde, du jour au lendemain. Alors, pas tout à fait du jour au lendemain, en fait, à partir du moment où j'étais enceinte. Et que j'ai eu un congé maternité et que du coup j'ai un peu décadré, j'ai dézoomé de ma vie. Et là je me suis rendu compte de ce que je faisais, ce qui était la publicité à l'époque. Et je ne sais pas, je me souviens pas avoir lu des choses, je me souviens pas m'être renseignée sur l'écologie. Et pourtant, après j'ai retrouvé quand même des vieux magazines qui dataient de 2000. Donc oui, je devais regarder, mais j'ai vraiment vécu comme un choc. Et à la fois j'ai été... en devenant maman, j'ai eu un espèce de remontée d'humanité, d'amour, d'un seul coup. Et en même temps, je me suis sentie terrienne, quoi. Ça m'a raccrochée à la terre et il y a un truc qui s'est passé. Et du coup, la bifurcation a été assez radicale. Je pense aussi que c'est une conviction personnelle, mais je crois qu'en fait, on est prêt à affronter quand on a une solution. Bon, j'avais aussi la perspective de donner un avenir... meilleure à ma fille, ma première fille, mais il y avait aussi, je crois, j'ai dû voir qu'il y avait un truc qui s'appelait développement durable, et donc j'avais une porte de sortie. Moi, je crois que c'est quand tu as l'opportunité d'une porte de sortie
que tu es prêt à te prendre la porte et à sortir du déni ou de la diversion ou de la sidération. Et j'y connaissais rien, mais voilà, je me suis lancée là-dedans et j'avais la grande chance d'avoir un client dans une agence de pub qui avait voulu me suivre quand j'avais changé d'agence et qui voulait absolument que je travaille pour lui. Donc, je suis allée le voir et je lui ai dit, voilà, moi, je veux être indépendante, je veux faire la prospective pour vous, mais je veux aussi vous amener le développement durable. Et je vais me former sur le tas et on va faire des observatoires, des choses, on va faire venir des experts et on va tous apprendre. Je ne sais pas s'il a signé pour un caprice, hein, s'il veut absolument que je vienne, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fait. Et ton mari a suivi aussi le même cheminement, puisque vous êtes tous les deux à la tête de cette maison d'édition. Donc ça a quand même eu un impact aussi sur ton couple et toute ta vie finalement. Oui, en fait, oui, moi, tout est mélangé. Tout est mélangé, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Après, on a eu un décalage, c'est-à-dire que moi, ça a bien duré, je ne sais pas combien d'années, où Yannick n'avait pas la même conscience que moi là-dessus. En plus, il était journaliste financier, donc lui, la dissonance cognitive a été encore plus forte que la pub, je pense. Et comme il venait de l'économie, il y avait aussi un espèce de truc de rationalité, de ma petite fille, tu comprends pas bien comment fonctionne le système économique, donc ok, d'accord, t'es gentil, mais ça va pas se tenir. Et moi, il fallait aussi que j'avance et que je commence à prendre de la confiance et à comprendre les arguments. Et j'ai commencé à déconstruire ce qu'était le PIB, à rentrer dans toutes les boîtes. Et il y a eu un moment donné où lui, il a eu sa claque et où il a décidé de bifurquer. C'est pareil, il a proposé au monde une page qui s'appelait Investir utile. Donc il a commencé un peu comme ça. Mais c'est vrai que même mes filles l'ont dit à un moment donné, en fait, elles se souviennent qu'on se disputait. Moi, je m'en souviens pas, j'avais l'impression de toujours les épargner de ça. Et pourtant, visiblement, elles s'en souviennent très bien. Ouais, de conflits, parce que finalement, de conflits, pas dans la même temporalité. Non, mais heureusement d'ailleurs, moi, je crois pas qu'on peut rester... J'anime beaucoup d'ateliers sur justement comment est-ce qu'on arrive à vivre avec des gens qui n'ont pas le même niveau d'engagement ou des copains, etc. Et je pense qu'il y a tout un temps, il faut laisser l'autre faire son chemin. Tu peux pas le faire à sa place. Et toi, tu lui renvoies que de la culpabilité, que de la dissonance, que quelque chose qui l'empêche d'avancer. Il est dans un coin du ring et il peut pas avancer. Donc en fait, c'est à un moment donné où chacun doit faire son chemin, essayer de ne pas abîmer la relation pendant ce temps. Par contre, ça peut pas durer des années. Enfin, trop longtemps. Nous, ça a duré quelques années, mais pas tant que ça. Et après, c'est bon. On ne peut pas passer effectivement toute sa vie en complet décalage avec son partenaire, son ou sa partenaire, ou même ses amis. Ah ben c'est sûr. Et en plus, il faut arriver à faire la distinction, se dire, ok, c'est pas que je les aime pas ou que je les aime plus, mais c'est que là, on a eu un moment où on ne se fait pas du bien. Et donc, il faut mettre la distance pour que chacun puisse... Parce que, en fait, ceux qui ne sont pas au même niveau de maturité que toi, ils n'ont pas intérêt à ce que tu réussisses dans ta bifurcation, dans ce que tu es en train de faire. Parce que sinon, ça veut dire que c'est possible. Et donc, ça les renvoie à une forme de confort de leur part, ou de lâcheté, ou de manque de courage. Et ça, c'est trop dur, quoi. C'est extrêmement violent pour eux. Donc, il y a vraiment ce truc. Mais par contre, je pense qu'effectivement, tu as raison. On ne peut pas vivre en complet décalage. Et moi, j'ai l'impression que... Moi, je parle beaucoup d'utopie, mais que les utopies qui nous tiennent à cœur et qui font qu'on a envie de défendre quelque chose, elles sont viscérales. Et tu peux pas les mettre sous le tapis très longtemps. Et justement, tu fais une parfaite transition avec ma question suivante, à savoir l'utopie. Tu as beaucoup écrit à ce sujet et tu en as beaucoup parlé. En préparant l'interview, je suis retombée sur un TEDx qui date d'il y a 10 ans, je crois, 8 ans. Ouais. Donc ça fait un moment. Ouais. On en parlait moins à l'époque aussi. J'imagine qu'on te regardait avec des grands yeux. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rapport à l'utopie? Qu'est-ce que c'est que l'utopie et pourquoi ça te fascine autant? Alors, en fait, c'est que j'ai eu une deuxième claque qui était en 2012, donc ça fait une dizaine d'années que je travaillais pour des PME. Double en claque, développement. Quand même, pas sympa. Ouais. De toute façon, un chemin, pour moi, il n'y a pas un... Voilà, on avance et puis de temps en temps, il y a des espèces de petites ruptures, de moments qui t'obligent à faire des refus. Et c'est là où tu te positionnes, où de plus en plus tu te rapproches de qui tu es et de quelle est ta place singulière dans cette espèce de grand puzzle pour changer le monde où on est une grande famille, où chacun a un truc à faire. Et
Et en fait, je me suis bon, voilà, c'était les élections présidentielles, personne parlait d'écologie, enfin, j'étais remontée comme une pendule. Je me suis dit, bon, bah, ok, en fait, j'arrête les informations, donc je n'écoute plus les infos depuis 2012. Et parce que ça me mettait dans une colère tous les jours. Et je voulais pas que mes filles non plus voient leur mère grandir avec une mère qui était ou en dépression ou en colère. J'ai toujours cultivé la joie, mais quand même, j'avais de plus en plus d'épisodes assez down. Et je me suis dit, en fait, il faut que je comprenne. Soit on va vraiment pouvoir changer les choses, soit je vais arrêter. Parce que sinon, c'est pas une vie et je ferais n'importe quoi d'autre. Et donc, je me suis arrêtée pendant 1 an et demi pour réfléchir à pourquoi est-ce qu'on ne veut pas croire ce qu'on sait, parce que fondamentalement, on sait. Et donc, tout ce qui est neurosciences, psychologie du comportement, voilà. Un peu plus tard, j'ai étudié la soumission à l'autorité et ça m'a amené finalement, et comment le monde a changé. Donc avec des minorités agissantes en marge du récit dominant. Et en fait, toutes ces réflexions reviennent toujours au même. C'est qu'une fois que j'ai identifié quels étaient les freins, donc la peur, la culpabilité, le sentiment d'impuissance qui est quand même probablement le plus fort, que j'ai regardé quels étaient les leviers émotionnels qui étaient plus forts que ceux-là. Donc il y avait le désir, il y a la confiance, il y a l'implication. Et je me suis dit, comment on fait pour mobiliser finalement ces ingrédients. Je me suis rendu compte que le développement durable était contre-productif. Donc le métier que je faisais était contre-productif et je peux l'expliquer techniquement. Hein. Et donc du coup, je me suis dit, mais il y a une chose qu'il faut faire, c'est se fixer des objectifs radicaux, c'est-à-dire ne pas négocier sur le cap. C'est pas du développement durable, on va faire moins 15% de CO2, c'est 0 CO2 en fait. Et après, pour embarquer et pour que chacun se saisisse dans l'enjeu, il faut être super pragmatique dans les moyens. C'est-à-dire, il n'y a pas de recette. Donc, les normes ISO, les contraintes, les indicateurs, en fait, ça n'a jamais fait changer qui que ce soit et c'est plutôt contre-productif. Et donc, une fois que j'ai associé ces deux trucs, objectifs radicaux et pragmatisme dans les moyens, je me suis dit, mais en fait, ce truc existe. Ça s'appelle l'utopie. Très rapidement, parce qu'il y a quelque chose qui était vraiment viscéral chez moi, je ne comprenais pas que pour les autres, ça ne le soit pas. Qu'on tolère ce que moi, je trouvais intolérable. C'est-à-dire que notre modèle crée, par exemple, chaque année 60 000 morts de pollution de l'air en France. Ça, pour moi, c'est totalement incompréhensible, totalement irrationnel. Je ne comprends pas qu'on se tue nous-mêmes, quoi. C'est un truc... Et un matin, je me suis levée, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme si les premiers abolitionnistes de l'esclavage, ils avaient dit, on veut un esclavage responsable. On veut une transition esclavagiste. Et là, je me suis dit, mais en fait, ce truc n'a aucun sens. Bien évidemment que la dignité, ça se négocie pas. De même que la vie, de même que la liberté, de même que l'air qu'on respire. On va pas arrêter de respirer une journée sur deux. Et aujourd'hui, quand on dit on veut moins 15% de particules fines ou de CO2, ça veut dire qu'on s'autoriserait donc 40 000 morts de pollution de l'air par an. Voilà, dommage collatéral du modèle. C'est à peu près la même chose. Et du coup, ce truc-là, donc j'ai fait effectivement ce TED là-dessus. Mais c'était vraiment une intuition au départ. Et enfin, je l'assumais à peine, parce que je bossais avec des entreprises, l'utopiste, je me suis dit, j'aurais plus beaucoup de boulot. Et en fait, en faisant ce TED sur l'utopie, où j'étais quand même assez radicale, je parlais de cette histoire d'esclavage responsable, notamment, ou de ségrégation à l'époque, le lendemain, je me rends compte qu'il se retrouve sur antidéprime.com. Et donc là, je me dis, en fait, il se passe quelque chose avec ce mot. Aujourd'hui, je dirais, j'ai changé le récit. Mais à l'époque, je me suis pas trop rendu compte de ça. Et surtout, moi, l'histoire des récits, ça me gavait, quoi. C'est-à-dire, je me disais, mais non, mais il faut faire. Je voulais m'enchaîner aux banques. Enfin, j'étais à fond. Et donc, je portais quelque chose qui était quand même de l'ordre, de l'enchantement. Et en même temps, je voulais pas que ce soit récupéré. Et après, le deuxième sujet sur lequel je travaillais, c'est donc qui sont ces utopistes qui changent le monde, parce que il faut quand même que je précise, l'utopie, c'est donc rêver grand, rêver radical. Donc radical, c'est revenir à la racine. C'est donc des gens qui défendent l'essentiel, donc la liberté, la dignité, la vie, voilà. Eh bien, en fait, nous, la plupart des gens ricanent un peu sur les utopistes, c'est mal vu. Mais finalement, c'est un ricanement qui est assez dingue, parce que quand tu réfléchis bien, tout ce qu'il y a dans nos vies aujourd'hui, au moment où c'est imaginé par des gens, c'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est une utopie, c'est l'étymologie d'utopie, c'est quelque chose qui n'a pas de lieu pour l'instant. Et en fait, tout le monde se dit, non mais un truc qui n'existe pas, ça n'existera jamais.
C'est ça que ça veut dire, les gens qui rigolent des utopistes. Tu dis, ok, donc ça veut dire qu'on n'a jamais rien inventé, qu'on n'a jamais obtenu de nouveaux droits. Ça voudrait dire que, s'il n'y avait pas eu d'utopistes, on n'aurait pas Internet, on n'aurait pas tout, en fait. On n'aurait pas le vote des femmes, on n'aurait pas, voilà, on serait encore dans l'esclavage. Il n'y aurait pas eu de résistants. Donc, c'est des gens qui, à un moment donné, se disent, non pas est-ce que c'est difficile, ils se disent juste, ce truc-là est intolérable, ou ce truc-là, pour moi, c'est ça que devrait être la vie, et je vais le défendre, et il faut que ça passe. Et c'est ça qui compte pour eux. Alors que la majorité des gens partent d'aujourd'hui et se disent « Oh là là, mais ça va être dur de changer ». Et eux, en fait, ils ne sont pas sur aujourd'hui. Ça, c'est pas le sujet. Eux, leur sujet, c'est quel est le monde que je veux voir advenir. Et en fait, c'est ça l'utopie. Et tu te rends compte que tous les désobéissances, c'est des gens comme ça qui se sont dit, je veux dire, les filles qui voulaient le vote des femmes, tout le monde leur disait, vous rêvez quoi les filles, ça n'arrivera jamais. Et sur l'esclavage, c'est pareil. Tout le modèle économique reposait quand même là-dessus. Donc c'est comme aujourd'hui, c'était pas plus simple. Et pourtant, c'est advenu, ça nous paraît une évidence aujourd'hui. Ça a été un peu le deuxième truc aussi, c'est que l'utopie, c'est quelque chose... Et moi, j'aime bien les choses qui sont... J'aime bien les mots qui sont pas récupérables. Donc, tu vois, les gens, ils vont dire utopie réaliste. Mais non, les gars, en fait, une utopie, elle est vouée à se réaliser, quoi. Où les gens disent, moi, je suis pour la radicalité positive. Enfin, tu dis ça, tu craches sur la radicalité, en fait. Non, la radicalité, c'est des gens qui, derrière un non, disent un grand oui à autre chose, en fait. Et ça m'intéressait. Je me suis rendu compte, quand j'ai travaillé, du coup, sur le sujet de ces utopistes qui changent le monde, donc ces suffragettes, tous ces gens-là, ils sont toujours en opposition avec le modèle dominant. Donc c'est des gens qui viennent, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont tant combattus, c'est que effectivement leur combat dit aux autres, moi si je combats pour ça, c'est que je trouve ça intolérable. Et donc les autres autour se disent, waouh, ça veut dire que moi je tolère en fait et que je collabore. Donc, ils ne peuvent pas entendre que ceci est intolérable. Donc finalement, ils sont en pleine dissonance cognitive et ils attaquent ces messagers. Et ça, on le voit très bien. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté aussi de voir qu'à l'époque des suffragettes, la majorité des femmes leur crachaient dessus. Voilà, et qu'elles étaient que 400 devant le Parlement britannique. Et je me suis toujours dit, je ne sais pas de quel côté j'aurais été. Et je veux vivre avec cette idée-là, justement, de vigilance, de me dire, on est tous, en fait, en dissonance cognitive sur un sujet ou sur un autre. On pense être du bon côté. Et je me méfie toujours quand, en tout cas, je regarde toujours avec beaucoup de bienveillance les choses qui viennent me heurter. Parce que je me dis peut-être qu'il y a un truc que je n'ai pas compris encore, que je n'ai pas la même maturité, parce qu'on ne peut pas non plus tous avoir une maturité sur tout. Moi, j'étais peut-être un peu en avant sur l'écologie, sur le féminisme. Clairement, j'étais pas du tout déconstruite avant, il y a peu de temps. Donc, et je pense que c'est aussi sur la migration, c'est pareil. Tu as des gens pour qui viscéralement c'est insupportable. Moi, pour le coup, je peux être en dissonance cognitive là-dessus, c'est-à-dire que je peux me dire, je pourrais être dans le déni, ou en tout cas dans la sidération, parce que ce qui se passe de les voir mourir dans la Méditerranée, c'est juste insoutenable. Et un jour, il y a quelqu'un, je faisais un atelier, qui est venu me voir et qui me dit, ça me fait du bien, voilà, ce que tu dis sur le fait que assumer ces utopies et les défendre, ça nous fait du bien. Parce qu'elle me dit, moi, les migrants, je supportais pas. Et puis un jour, j'en ai accueilli un chez moi. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Et là, mais je te jure, j'ai eu comme un couvercle qui s'est enlevé. Et je lui ai dit, mais merci parce que tu le fais un peu pour moi. Et moi, je fais d'autres choses pour toi, à un autre endroit. Et ce jour-là, j'ai compris qu'on ne peut pas tout défendre. Et que du coup, il faut juste essayer de ne pas être trop dans le déni, de ne pas attaquer l'autre parce qu'il est sur une cause dont moi, je ne m'occupe pas. Et que je préfère ne pas avoir. Il faut juste se dire, OK, je prends ma part d'inaction sur le sujet, mais je sais que de toute façon, on ne peut pas tout porter. Donc chacun s'occupe d'un bout de la maison et tout va bien se passer. Tu dis que les utopies, finalement, donc quand on a cette idée d'imaginer quelque chose qui n'existe pas encore, ça passe aussi par des phases de désobéissance, ou en tout cas aller à contre-courant, nager à contre-courant finalement. C'est compliqué de désobéir. On pointe du doigt les personnes qui désobéissent, elles sont marginalisées. Comment ça se passe dans nos esprits ? Comment est-ce que ça nous freine aussi à se lancer vers ces utopies, à les imaginer même, tu vois, parce qu'en fait, on est quand même dans une société où il y a quand même une forte répression en cas de désobéissance. Alors,
policière, mais pas que, hein, mais on ne nous encourage pas à désobéir. Clairement. Et d'ailleurs, quand tu as des enfants, des fiertés, c'est de dire il est très obéissant. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Et c'est comme ça surtout. Et en fait, j'ai ressenti ce truc. C'était au moment de la COP21. Et j'avais commencé à me dire. Donc, j'avais vu ces petits chiffres quand je préparais mon TED, donc en 2015. J'avais vu ces 2 à 5% de résistants pendant la guerre, c'est 400 suffragettes. Je me disais, mais en fait, c'est vraiment des petits nombres. Donc là, j'ai un truc, on n'a pas besoin d'être très nombreux. Et je vais essayer de comprendre qui sont ces gens-là. C'est-à-dire, comment est-ce que tu bascules d'un côté ou de l'autre, en fonction de la cause, en fonction du moment aussi. Hein. Et pour ça, je sentais qu'il fallait que j'étudie la servitude volontaire et la soumission à l'autorité et au conformisme. Donc, toutes les études de Milgram, voilà, sur où on envoie une décharge électrique à un être humain, toutes les études qu'il y a de neurosciences sur le sujet, pour comprendre qui sont les gens qui sortent du rang. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est sortir du rang. Et tu as 2 types d'autorité. Tu as effectivement la loi, et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a ce qui est légal, il y a ce qui est légitime. Et en fait, les utopistes sont des gens pour qui la loi de l'humanité, si on l'appelle comme ça, elle est au-dessus des lois des hommes, des lois juridiques, quoi. Donc il y a ces lois qui sont descendantes. C'est aussi la loi du progrès. Donc il y a aussi tous les récits. Il y a aussi la loi de la croissance, les religions. Et puis tu as une deuxième forme d'autorité qui est au moins aussi oppressante, qui est l'autorité latérale, qui est la loi de la majorité. Du coup, tu as l'effet de meute là-dedans. Tu as les copains. La validation de tes pairs, ouais. Voilà, t'as les copains, t'as ton parti politique, t'as tout ça. Et en fait, ce qui se passe, moi, je trouvais ça passionnant parce qu'il y a des trucs, notamment pendant la guerre, où t'as un commandant allemand qui proposait à ses hommes de sortir du rang pour refuser les ordres quand ils étaient trop cruels. Donc, c'est ce qu'on appelle les refusants. Il y a un très bon livre de Philippe Breton, un historien, qui raconte ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe dans nos têtes quand on sort du rang, c'est qu'en fait, il y a une balance. C'est-à-dire que donc ces soldats qui sortaient du rang, donc par exemple, sur 500, il y en a un qui est sorti du rang. Et puis, voyant qu'il ne se faisait pas disputer, entre guillemets, t'en as 10 de plus qui sortent. Les autres vont dans la forêt, tuent des juifs, reviennent, et en fait, ils vomissent. Il y en a qui se suicident. Enfin, donc, ça veut dire mauvaise conscience. Ça veut dire que tu sais très bien que ce que tu es en train de faire ne te convient pas. Donc, ton corps le sait. Donc, en fait, ce qui veut dire mauvaise conscience, ça veut dire qu'il y a une balance entre est-ce que je m'écoute ? Est-ce que j'écoute cette boule dans la gorge, ce mal au ventre, cette petite voix intérieure qui me dit « mais je ne peux pas faire ça à un être humain » ou est-ce que j'écoute les ordres ? Et là, en fait, il y a une confrontation. Et ce qui se passe dans nos têtes, c'est que la majorité a peur du suicide social. C'est-à-dire que si tu sors du rang, tu perds, tu perds la reconnaissance. Tu sors de l'harmonie de la société, tu romps le contrat avec la société. Là, en l'occurrence, tu romps le contrat avec ton armée. Tu deviens antipatriote, on te traite de lâche, on te traite... Puis après, tu continues à voir tes potes le soir... Donc, tu es complètement mis en dehors. C'est terminé pour toi. Donc, la majorité a peur du suicide social. Or, le plus grave, c'est le suicide existentiel. C'est-à-dire que si tu ne t'es pas écouté, tu t'en remets pas. Et la plupart ne s'en remettent pas, en fait. C'est-à-dire que, ne pas suivre cette voie personnelle et renier ses valeurs, c'est se mutiler profondément. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est ton corps qui est l'indicateur le plus précieux. Et quand j'ai étudié un peu qui étaient ces gens qui arrivaient à refuser des ordres et ceux qui refusent d'appuyer sur la décharge électrique de 1000 grammes, en fait, c'est des gens, très souvent, il n'y a pas qu'eux, mais ils sont présents en grande majorité, qui ont eu une éducation assez peu autoritaire. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller chercher en eux ce qui est bien et ce qui est mal. Et or, on a tous eu beaucoup une éducation assez autoritaire. Et c'est fou parce que moi, quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit bien qu'on éduque à l'obéissance. Et tout ça, c'est juste une protection d'une autorité qui n'a pas de légitimité. On éduque à l'obéissance, je suis d'accord, et sans forcément le conscientiser. En fait, ça demande beaucoup de travail de déconstruire tout ça. Mais en fait, on se rend compte de tout ce qu'on met en place, ou qu'on a pu mettre en place, ou ce qu'on imagine mettre en place,
qui en fait est conditionné par ce que nous on a vécu, par la société, et jamais à aucun moment on nous propose une autre lecture ou un autre récit, tu vois. Surtout sur la parentalité, je trouve. Ouais, complètement. Et c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que moi je parle qu'il y a plusieurs portes pour justement se rebrancher avec ce fort intérieur qui est extrêmement juste en fait. C'est-à-dire qu'on a les réponses, on le sait. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vois, quand on choisit de s'écouter, ce qui se passe là pour ces désobéissants, quand on se choisit, on choisit le camp de l'humanité, toujours. Donc c'est extrêmement lié, donc c'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, l'humanité a ça en elle, c'est extrêmement précieux, et c'est un truc qu'on sabote en permanence. Tu vois, par exemple, il y a d'autres études comme ça, ce qu'on appelle l'effet témoin, c'est-à-dire que si quelqu'un se fait agresser, plus il y aura de témoins et moins on va intervenir. Si tu es tout seul dans la rue, ça paraît contre-intuitif, mais en fait, si tu es tout seul, tu vas aller aider. Alors que si on a d'autres, en fait, la responsabilité est diluée et surtout, tu te dis « Ah, mais s'ils n'interviennent pas, c'est qu'il ne faut pas intervenir. Et là, il faut là, il faut vraiment avoir une très forte musculature intérieure, un squelette intérieur de confiance en soi extrêmement fort, en fait, pour dire bah non, moi je suis pas d'accord. C'est hyper dur. En fait, c'est très très dur de dire moi non, je suis pas d'accord, parce qu'on sait très bien qu'on cimente l'harmonie sociale, et en fait on tient tous sur un truc où personne ne dit rien, quoi. Mais comment on change ça? Bah, tu vois, justement, c'est pour ça que moi j'ai étudié ces périodes-là, c'est qu'en fait, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, pendant les périodes tragiques, il y a des gens qui se réveillent. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce truc de, tu vois, je te disais, moi, c'était le congé maternité, mais on a très souvent besoin d'un événement qui nous fait quitter le nez dans le guidon, quoi. Et les événements tragiques font ça. Et en fait, ils court-circuitent le cerveau, parce qu'en fait, c'est le cerveau qui nous protège. Le cerveau, il a toujours envie qu'on soit dans le confort, surtout qu'on ne sorte pas du rang. Moi, le nombre de fois où mon corps savait que je ne devais pas prendre une décision et que mon cerveau me justifiait toutes les bonnes raisons pour lesquelles je devrais prendre cette décision. Tu dis, en fait, tu es en train de te justifier, donc ça veut dire probablement que tu vas faire une bêtise. Et donc, il y a des endroits comme ça qui court-circuitent le cerveau, donc des moments tragiques où tu réagis tout de suite. Les gens qui sauvent quelqu'un dans les flammes, tout ça, parce que là, tout d'un coup, il y a une espèce d'élan d'humanité qui revient et qui court-circuite le truc. Il y a ça, il y a effectivement, quand tu vas... la beauté nous permet ça aussi. C'est-à-dire se retrouver dans la nature, se retrouver... Le temps suspendu aussi. Là, tout d'un coup, pareil. Et là, tu te rebranches sur la personne extrêmement belle que tu es, en fait. Très juste, mais qui sait exactement ce qu'il faut faire et qui a envie de faire le bien. Et ça, fondamentalement, on l'a tous. Mais par contre, il y a des choses qui l'attaquent. Et c'est un psychologue américain qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, Barry Schwartz, voilà, qui a travaillé là-dessus. Il parle de la sagesse personnelle, qui est cette aptitude à savoir ce qu'il est bon de faire à un moment donné, et cette volonté naturelle qui est j'ai envie de faire ce bien. En fait, ça, on l'a tous. On pourrait appeler ça la responsabilité aussi, je n'aime pas trop ce mot. Sauf qu'il y a deux tueurs de sagesse, c'est le trop-plein de contraintes et de procédures. Parce que du coup, on délègue à la procédure le fait de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien de le faire. Voilà, donc c'est les aberrations qu'on voit des fois. Et puis le trop-plein de récompenses aussi. C'est-à-dire que naturellement, on va plutôt vers le bien commun. Et de mettre une récompense nous dit « Ah, mais non, il faut que tu te préoccupes de ton intérêt individuel dans cette histoire. » Donc, il y a... Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui font que voilà, on arrive à détecter comment on pourrait le faire. Et puis après, moi, je crois qu'on n'est pas... moi, il y a des endroits où sur le Covid, mais moi, j'étais avec les confinements et tout, mais je voyais tout ce que j'avais étudié, je voyais Hannah Arendt, je voyais tout le truc se mettre en place. Et pourtant, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai signé mon petit papier pour m'autoriser moi-même à sortir quand même. Et là, je me suis dit, mais Sandrine. Et tu te dis, ouais, tu peux être prévenue, tu peux être. Mais c'est vraiment. On est tellement conditionné à ça. Oui, et puis pour peu que ça intervienne sur un sujet qui n'est pas celui sur lequel tu as toutes les connaissances, par exemple, voilà, toi, sur l'écologie, t'es plus armé, plus en confiance, donc ça rejoint ce que tu disais, donc tu vas plus facilement sortir du rang. Tandis que sur d'autres sujets,
C'est encore compliqué, en fait, on se sent fragile, etc. Mais là, on voit quand même, si on reste sur le sujet de l'écologie, de plus en plus de personnes qui sortent des rangs, alors des militants, mais aussi des scientifiques qui vont s'enchaîner à des bâtiments pour attirer l'attention, se cadenasser à des ponts, etc. Ça, est-ce que ça a cet effet de court-circuit, un peu d'électrochoc aussi dans nos cerveaux, de voir quelqu'un désobéir ? Ouais. En fait, on a besoin que des gens désobéissent pour s'autoriser à le faire. Donc c'est pour ça que c'est toujours important quand on dit le petit geste individuel ça sert à rien, c'est faux. Il y a vraiment ce retournement. Oui, oui, il y a l'effet de meute, mais il y a aussi l'effet inverse. Je te dis, le soldat qui sort du rang, il en fait sortir 10 de plus. Donc il y a vraiment ce truc. Et peut-être que l'ordre d'après, t'en auras encore d'autres qui vont sortir. Donc c'est pas clac, on est désobéissant du jour au lendemain. C'est que on va dire, on a quelques épreuves qui nous sont mises sur le bord de la route et on s'entraîne en fait. On s'entraîne. C'est pour ça que moi, j'ai toujours, il faut essayer de s'entraîner à désobéir parce que sinon, le jour. Et c'est pour ça aussi que j'avais étudié le sujet de la high-tech parce que ça, c'est assez terrible. Le numérique nous conditionne en plus à ça. C'est-à-dire que, alors c'est vraiment la servitude volontaire à fond les ballons. Tout est fait pour que tout soit simple. Et c'est le truc de la servitude volontaire, c'est-à-dire que ça a tous les atouts de la modernité, de la praticité, de la liberté. Et donc, on y va les deux pieds dedans. Et sauf que ça nous aliène totalement et qu'on ne sait plus faire sans. Et par exemple, quand tu prends des applications aujourd'hui, en gros, tu vas pas dans un resto sans regarder TripAdvisor. C'est-à-dire qu'il faut que tu vérifies que le truc il va être bon, quoi. Ça veut dire que tu ne prends pas le risque de te planter sur un resto. Donc le jour où il faut que tu prennes un risque plus engageant, en fait, t'es plus habitué. Et la liberté, en fait, ça se désapprend. La prise de risque, parce que la liberté, c'est prendre des décisions et prendre des risques pour ces décisions. Et en fait, plus ça va et moins on veut prendre de risques et plus on veut sécuriser les choses. Ben, du coup, le jour, et c'est ce qui s'est passé un peu avec le Covid, on aurait eu besoin de poser un peu davantage nos besoins et de discernement. On n'est plus du tout habitué. C'est énorme. Enfin, le gap, il est très grand, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce que me disait quand je parle avec des gens dans des entreprises dans lesquelles il y a beaucoup de procédures. Ils disent, mais tu sais, il vaut mieux qu'on ait tort et être dans la procédure que d'avoir raison et de sortir du truc, en fait. On risque plus de se faire taper sur les doigts. Donc, tu vas pas prendre le risque. Tu sais que tu fais une connerie, mais c'est pas grave, t'es en procédure. T'auras pas de problème. Je me dis, waouh, quoi. Ça fait peur. Enfin, moi, je trouve que ça fait peur. Ça fait peur, ça laisse sans voix. Et je trouve qu'il y a quand même un côté, on a l'impression, tu vois, que c'est un système, c'est un engrenage et qu'on va pas réussir à mettre un grain de sable. Si, parce qu'en fait, ça, c'est un autre truc. C'est le gel de la décision. C'est-à-dire que notre système aujourd'hui, si je compare notre modèle à une vieille voiture, on va prendre le truc de la bagnole, une vieille voiture pour laquelle tu as fait des réparations et puis elle retombe encore en panne et puis là le truc, tu te dis pas bon, est-ce que j'en remets encore un truc? C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, hein. Est-ce que je refais encore une petite autoroute, tu vois, et on va encore gagner un peu d'argent là-dessus quand même. Bah, le truc c'est pas est-ce que ça va, est-ce que ma voiture elle va pas, est-ce que ça vaut le coup, quoi, en fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'arrête, tu vois, et qu'en fait on arrête ce modèle et qu'on passe à autre chose? Ce que tu te dis, c'est mais avec tout l'argent que j'ai déjà investi dans ce truc-là, dans cette voiture, avec toutes les décisions que j'ai prises dans ce sens de ce modèle, je vais pas arrêter maintenant. Ça veut dire que tout ça, c'était pour rien. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que les gens qui sont aussi en dissonance, tu leur dis vous bossez comme des malades dans des boîtes à la con et vous n'avez pas vu vos gosses et vous avez divorcé et voilà, et vous êtes en burn-out. Et t'as l'autre écolo qui arrive la bouche en cœur et qui te dit mais en fait mais tu sais, ce modèle économique, en fait, il a juste aucun sens. Il apporte ni l'emploi ni le bonheur. Tu te dis mais attends, enfin, tu veux dire qu'en fait j'ai fait tout ça pour rien. Donc c'est vachement dur. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le gel de la décision, c'est-à-dire c'est comme au Moyen-Âge, une saignée, ça marchait pas, t'en faisais une deuxième, t'en faisais une troisième, et en plus c'est pas moi qui le dis, c'est le prix Nobel d'économie Krugman qui disait à l'époque des plans d'austérité pour la Grèce, il disait, et on en faisait de plus en plus, il disait mais c'est une croyance culturelle, la croissance, et ce modèle économique, c'est comme les Aztèques qui faisaient couler le sang tant que le soleil revenait pas. Et on leur disait, mais tu vois, et ils disaient, vous voyez, il faut en faire couler plus, le soleil revient toujours pas.
Donc il y a un espèce de truc où on rentre dans le machin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la théorie de l'engagement, c'est qu'il suffit d'un premier geste dans un autre sens pour regeler une décision dans l'autre sens. Alors, il faut un geste qui soit suffisamment impliquant, mais pas trop, qui fait que tu vas tout faire pour que ton scénario fonctionne. Par exemple, moi j'ai acheté un Fairphone il y a longtemps, c'était le premier, méga galère, mais j'avais commencé dans un truc et j'ai tout fait pour que ça marche. C'est-à-dire que je suis allée me renseigner sur les forums, j'ai changé mon petit micro moi-même. Et donc, j'étais engagée avec Fairphone. J'avais envie que ça marche. Donc, on était embarqués dans le même bateau. Et en plus, j'avais pas envie que mes potes se foutent de ma gueule en disant ouais, t'as vu ton truc, ta merde, ça marche pas, voilà. Et du coup, tu vas contribuer à un nouveau scénario de vie. Alors que si tu consommes quelque chose, ça aurait des Samsung il y a longtemps que j'aurais balancé, en fait. Parce que je consomme. Je suis pas une actrice d'un nouveau scénario. Là, je suis actrice d'un nouveau scénario et du coup, ça change tout. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que ça peut aller très vite. Et on le voit, tu vois, sur le vélo, il y a encore quelques temps. Venir en vélo, c'était vraiment le zadiste, le bobo, le machin. Et aujourd'hui, c'est plus un sujet. Et c'est limite un sujet pour ceux qui viennent en voiture. Exactement. Donc tu vois un peu le shift, il est total. C'est-à-dire qu'avant, c'était eux les bouseux et maintenant, c'est l'inverse. Et en même temps, il faut bien comprendre qu'on a besoin de ces gens qui font du vélo quand il n'y a pas de piste cyclable, quand tout le monde se fout de leur gueule, on en a besoin. Et ça, c'est de la désobéissance aussi. C'est vraiment, pour moi, la désobéissance, c'est de manière générale s'affranchir des codes. Et donc, tu t'affranchis de tes parents, de l'éducation que tu as reçue, du regard des autres. Tu t'affranchis des normes de ton époque, tu t'affranchis des lois de ton époque, tu t'affranchis. Et en fait, ça, c'est vraiment récupérer sa liberté personnelle et s'autodéterminer, quoi. Et on a besoin de ces gens-là. C'est pour ça que moi, quand on me dit oui, il faut aller convaincre, etc., attention à l'entre-soi, moi, je dis d'abord, on a besoin de tout le monde, donc c'est bien. S'il y en a qui ont envie d'aller convaincre, très bien. Moi, je me sens plus dans essayer de soutenir ceux qui font des choses, parce qu'on en a besoin. Et le gars qui est en train de faire en sorte que demain, tu puisses avoir une piste cyclable, celui-là, il a besoin de soutien, en fait. Peut-être que toi, t'en fais pas de vélo, et que du coup, ça te dérange un peu aux entournures, parce que tu prends encore ta bagnole, et que du coup, il te culpabilise, voilà, où il y a un petit côté donneur de leçons. Peu importe, en fait, juste soutiens-le, parce que pendant le moment d'inconfort, là, il est en train de faire quelque chose d'important. Et moi, je crois qu'on a besoin aussi de se soutenir les uns les autres, et pas uniquement de convaincre largement, quoi. Parce que on dit souvent, après j'ai terminé là-dessus, mais on dit souvent oui, alors le passage à l'échelle. Moi, j'en ai ras-le-bol d'entendre ce truc. Et donc ça veut dire non, mais il faut que les grosses boîtes changent, en fait, c'est ça le truc, voilà. Non. Ce que je ne crois pas, parce qu'en fait il faut plein de petites choses. Enfin, la nature nous le démontre, le biomimétisme nous le démontre, la résilience, c'est plein de petits écosystèmes, et c'est pas un gros truc qui le jour où décide de te laisser tomber met tout le monde dans la panade. Donc voilà, si demain, je sais pas moi, Coca-Cola est super bien et puis pour une raison ou pour une autre, il lâche ses producteurs, c'est mort pour eux. Alors que si tu as plein de petites boîtes, il y a une petite boîte qui les lâche, c'est pas grave, ils en ont d'autres. Donc c'est ça la résilience. Donc déjà, moi je crois pas du tout à cette histoire de gros machin. Et en plus, pour le passage à l'échelle, il faut le premier barreau. Voilà. S'il n'y a pas eu le premier barreau, tu n'auras jamais la montée de l'échelle. Et très souvent, je trouve qu'on est extrêmement dur, et aussi dans les milieux militants, pour accuser ceux qui sont en train de défendre, qui sont précurseurs, et en dire mais qu'est-ce que ça peut te faire? Laisse-les, ils sont peut-être en train de faire un premier barreau d'un truc là. Je suis tout à fait d'accord avec toi et effectivement les milieux militants écolos peuvent être assez durs. En gros, ce que tu disais, c'est il faut savoir là où on est bon aussi et ce qui nous correspond. Donc peut-être que toi, convaincre, c'est pas pour toi, c'est plutôt transmettre, écrire, soutenir, peu importe. Mais ça, c'est vraiment très important de prendre ce temps de s'écouter aussi et de savoir là où on est bon et où on est en paix avec ce qu'on fait, parce que sinon, pour le coup, on peut basculer dans un épuisement, en fait, ou une sorte de burn-out militant, ou peu importe le terme, mais on peut basculer vers cet épuisement. Donc, apprendre à se connaître, ça rejoint ce que tu disais au tout début, de vraiment s'écouter, finalement. Ouais, ça, c'est super important. Sans se laisser influencer non plus. Exactement. Et il y a plusieurs choses là-dedans, dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, pour écouter cette petite voix intérieure là, dont on parlait, en fait, il faut se débarrasser de tout un tas de trucs qui fait que tu ne l'écoutes pas. Moi, je crois qu'on passe depuis depuis des dizaines d'années là en mode pilotage automatique, et on est absent à nous-mêmes, en tout cas absent à qui on est au fond. Et on a besoin de retrouver et en fait, ça a été encombré par tout un tas de choses, de récits, de peurs,
de menaces qui fait que on ne sait plus vraiment qui on est. On a du mal à retrouver nos vrais désirs personnels. Et moi, je crois que c'est aussi dans des endroits de militantisme, ou en tout cas d'action, alors ça peut être écologique, mais ça peut être autre chose, où tu te reconnais, où tu te retrouves. Et, moi, je sais que je suis beaucoup dans le faire, c'est-à-dire donner des occasions de faire aux gens. Et je parle souvent des tiers projets, c'est-à-dire se trouver un projet, c'est un peu comme un tiers-lieu, c'est-à-dire c'est pas pro, c'est pas perso, c'est un endroit qui est pas engageant pour toi, où tu peux être quelqu'un de totalement neuf. Et là, tu te redécouvres. Et moi j'ai fait ça quand j'écrivais l'Utopie mode d'emploi. Donc, c'était un des 3 termes. Donc, le deuxième, c'était faire, plutôt que de donner des leçons, à donner des occasions de faire. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fais ce que tu racontes. Et donc, j'ai posté la photo de mon grille-pain. Et j'ai dit, j'adorerais, j'avais vu que ça se montait à l'époque en Belgique. Je voudrais faire un repair café, ou en tout cas un endroit pour réparer les objets. Et je me suis retrouvée avec 2 filles, d'ailleurs, que je connaissais pas. Et à cet endroit, je me suis redécouvert, et surtout, je me suis fait des alliés. Alors que j'étais dans un milieu où je me sentais un peu seule, donc c'était compliqué. Et là, comme c'est un endroit où, en fait, t'as pas de risque, personne te connaît. Tu vois, parce que nos relations amicales, nos relations professionnelles, tout ça, ce sont aussi des risques. C'est-à-dire que, oui, tu prends des risques à changer d'image. Et c'est intéressant d'aller dans des endroits comme ça, pour le bien commun. Et moi, je trouve que quand tu es dans le bien commun, il y a ton individualité qui réapparaît. Et moi, je sais que c'est à cet endroit-là où je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin de me remettre dans la légèreté, et que j'étais très créative. Et que c'est vraiment un truc que j'avais laissé complètement de côté. Et donc, tu te reconnais quelque part, et tu te reconnais aussi en termes de reconnaissance. Et ça fait un bien fou. Tu avais juste envie de t'embrasser et de pleurer, quoi. Tu dis, mais en fait, peut-être je peux être quelqu'un de bien, et peut-être je peux contribuer à un endroit. Et moi, je crois que j'appelle ça l'utopie d'être. Je pense que l'idée, c'est comment est-ce que tu trouves ta place dans le monde en étant le plus proche de qui tu es. Et ça, c'est vraiment un axe où c'est une singularité personnelle, et encore, c'est un tenté d'ailleurs, et qui résonne avec la pulsation du monde à ce moment-là. Et du coup, tu te dis, ah ouais, là, c'est ma place. Pas plus, mais pas moins. Et en fait, il faut avoir ce truc-là aussi, parce que moi, j'ai eu ce truc c'était tellement viscéral pour moi que j'avais envie de sauver le monde, comme tout un tas de gens. Et à un moment donné, tu te dis, je ne vais pas le sauver à moi tout seul, déjà. Je ne sais pas comment, en fait, on va le sauver, concrètement. Il ne s'agit pas de le sauver. Et je suis convaincue qu'on doit juste chacun trouver cette place qui fait qu'on rayonne quelque chose. Et qu'on est extrêmement juste à cette place-là. Et moi, les gens qui viennent dire, ah non, mais en fait, c'est cette cause-là qui est plus importante que celle-là. Ah mais non, mais en fait, il ne faut pas faire de la désobéissance, il faut faire ci. Mais non, mais il faut informer, machin, il faut convaincre. Ah mais non, mais il faut faire ci. Et moi, j'ai juste envie de leur dire, mais faites ce que vous avez à faire, en fait. Que chacun fasse, si on faisait tous ce qu'on a envie de faire et ce qui nous paraît important, sans déprimer les autres sur ce qu'ils veulent faire, laissez-les, bon sang. Enfin, voilà. Et ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Je ne crois pas qu'il faille faire un plan commun et une cause commune, parce que je pense qu'en fait, on se rabote cette espèce de feu intérieur qui fait qu'on prend notre place. Parce que le truc qui est le plus dangereux pour le système en place, c'est que chacun se saisisse de son feu intérieur, quoi, et décide de prendre sa place. Là, et sa liberté. Et sa liberté. Et c'est pas grand-chose à faire, en fait. Hein. Ça donne envie, j'espère, chères auditrices et chers auditeurs, que vous prendrez votre feu intérieur. Sandrine, il y a aussi une part assez primordiale qui est celle d'écrire de nouveaux récits, en tout cas de proposer une lecture différente. Alors, ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur les utopies, mais il y a aussi une façon dont on raconte les histoires aujourd'hui. Tu as travaillé là-dessus, c'est un sujet qui te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est aussi important, finalement, d'écrire de nouveaux récits, de proposer une autre lecture? C'est que tu vois, moi, quand je fais des conférences, ça renforce mes certitudes. C'est-à-dire que j'avance dans ma pensée, je suis de plus en plus... je creuse mon sillon et je suis absolument convaincue de ce que je raconte. T'es au bon endroit. Je suis au bon endroit. Et quand j'écris, c'est un autre endroit qui était aussi juste dont j'ai besoin, qui crée du doute. En fait, l'écriture, quand tu écris, tu te rends compte que, en fait, ça ouvre beaucoup plus de perspectives. Et je pense qu'on a besoin des deux. On a besoin de certitude pour être déterminé, et on a besoin de doute
pour ne pas être dans le vindicatif et dans l'impression d'avoir toutes les réponses. Donc il y a ça qui est intéressant. Alors ça, pour le coup, c'est plus en tant qu'autrice. L'histoire des récits, elle est super importante et elle passe beaucoup par la fiction parce que c'est la fiction qui donne les normes culturelles. Tu vois, aujourd'hui, si je reprends par exemple un truc, moi je suis la génération qui a vu Basic Instinct, par exemple, pour prendre un autre exemple, qui est un film qui qui est passé comme une lettre à la poste à l'époque et pour lequel on se dit ah mais telle actrice c'est la salope du film. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, mais tu restes avec ça dans ta tête et quand tu revois le film aujourd'hui, 20 ans plus tard, tu te dis mais en fait cette fille elle se fait violer au début. Or, à l'époque, c'était passé comme une lettre à la poste. Donc, on sent bien à quel point la fiction, c'est pour ça qu'on parle de culture d'ailleurs, de culture du viol, de culture de voilà, tout ça, c'est que de culture de l'argent, c'est que ce sont les normes culturelles. Et donc, on a besoin de voir aujourd'hui d'autres normes culturelles et que effectivement, passer de moi j'aime la bagnole à moi j'aime la tisane ou enfin tu vois un truc un peu, ce sont les récits alors aussi la pub, mais c'est beaucoup la fiction qui a rendu la cigarette symbole de liberté et de désirable. Il y a pas plus dépendance que la cigarette, et c'est quand même pas super sexy de sentir la clope. Et pourtant, on a réussi à faire ça. Donc il y a vraiment, enfin les récits, c'est assez impressionnant. Et on a besoin aujourd'hui de récits qui nous racontent, d'abord qui fassent changer ces normes culturelles, absolument. On a besoin de voir d'autres héros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est aussi là où on en est parce que on a classifié les gens. Donc, il y a des gens voilà, qui sont blancs, occidentaux, hétéros, plutôt hommes, plutôt CSP+, etc., qui sont le centre et tout le reste essaye de grappiller autour. Tu dis, ben non, en fait, c'est juste un plateau et avec une biodiversité. Sauf que les héros qu'on a dans les livres, c'est toujours un peu cela quand même. Donc, on a besoin de voir ça. On a besoin aussi de voir. Alors, moi, il y a un truc qui m'énerve énormément. C'est le sabotage de la foi en l'humanité. C'est-à-dire que on est, mais vraiment, c'est que des récits où l'homme est un loup pour l'homme. Donc merci Hobbes, ça fait quand même un paquet de temps qu'il nous a dit ça. Et tout le monde est convaincu de ce truc-là. Donc tu as un très bon livre de Rutger Bregman d'ailleurs qui reprend, qui fait la démonstration à l'envers de ce truc. Et on voit bien que c'est une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire qu'on a peur des autres et que du coup on crée un sentiment de... Et ça crée des violences, et ça crée de la parano, et ça crée tout un tas de choses. Et c'est hallucinant. Et même quand tu es dans des soi-disant récits alternatifs écolos, tu vois, le dernier prix du roman de l'écologie, bon, très bien, tu regardes, les gens quittent les villes, etc., refont des communautés, paf, au bout de quelques pages, ils se tapent sur la figure. Tu te dis, mais c'est QFD, donc en fait, de toute façon, on s'en sortira jamais, on est capable de faire du collectif. Ok, voilà. Et tout est comme ça. Et c'est hyper important aujourd'hui. Alors de temps en temps, tu commences à voir un peu de résistants, un peu de héros alternatifs, zadistes, etc. Mais c'est très rare de les voir victorieux. Donc on se dit, bah non, en fait, donc ça rassure tout le monde, en fait, bougez pas de chez vous. Voilà. Et ça, pour moi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un manifeste là-dessus dans le dernier bouquin qu'on a fait sur la responsabilité éditoriale, c'est que on a une responsabilité là-dessus. Si on dit, si on ne produit que des récits dystopiques où l'effondrement est assuré, alors, l'effondrement n'est pas assuré. Oui, on est mal barré, mais ça, pour le coup, c'est un autre sujet que je travaille. C'est vraiment le surgissement de l'improbable, le fait qu'il peut y avoir des événements. Je veux dire, tu prends un pirate informatique qui te fout le bazar. La Chine dit les gars, terminé, je garde mes terres rares pour moi. Ils ont 90% de production, donc autant te dire, nous, on a tout en numérique, il y a un paquet de choses qui s'arrêtent, donc on règle une grosse partie de notre problème de CO2 donc, et d'eau. Donc, il peut se passer plein de choses. Donc, sauf que en fait, on nous acclimate à des choses aussi en prétextant que ce serait inéluctable. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on accepte tout un tas de choses. 1984 nous a un peu acclimaté à accepter tout un tas de choses. Et je trouve qu'on a une responsabilité là-dessus, c'est que pour moi, un livre, alors une fiction, mais après je reviendrai sur la particularité des livres, c'est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun livre et aucun film qui n'est neutre. L'auteur, je prends l'auteur ou l'autrice par exemple, il a une vision politique du monde. Et c'est-à-dire qu'il y a des valeurs, il a un type de héros, il croit en l'humanité ou il n'y croit pas. Enfin, voilà, c'est politique. C'est une vision sur le monde.
Et les gens qui disent non, mais moi je fais de la pure littérature, je fais pas de la politique, c'est qu'en fait, ils ont tellement bien intégré les normes actuelles qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir une vision politique. Bah oui, ils ont la vision du récit dominant. Donc en fait, voilà. Donc c'est tous les autres qu'on dit qui sont politiques parce qu'ils ont une vision alternative. Et ils ne sont pas neutres aussi dans le sens qu'ils ont. Ça crée des effets. Tu termines un livre, t'es down, voilà, ou tu regardes une série Netflix, t'es picousé à la dépression, ou tu ressors en disant ouais, t'es déter, t'es dans la joie et tu te dis ouais, on va s'en sortir. Et ça, la question moi, que je pose aujourd'hui, c'est à qui ça profite, la résignation, la tristesse et la colère en fait? Bah, au statu quo. Ça profite au modèle actuel. Donc on a une vraie responsabilité à arrêter de nourrir ce truc. Mais c'est beaucoup plus difficile en fait de nourrir et d'aller vers le côté positif. Donc ça c'est pour l'aspect fiction. Et pour l'aspect livre, le livre a quelque chose de particulier. Enfin, plein de choses particulières. Bon, la fiction, on le sait, hein, on change par l'émotion, donc du coup, voilà. C'est pas par un rapport du GIEC, donc on a vraiment besoin de cette transformation émotionnelle. Et le livre a plusieurs choses particulières. D'abord, c'est intime. C'est-à-dire que tu es tout seul face à toi-même, tu n'es pas sous le regard des autres, tu es disponible à la transformation. Et contrairement... oui, et tu peux déposer tes peurs, tu peux déposer tes doutes, tu as plusieurs personnages, tu peux être tous les personnages. Et ça vaut quand tu es autrice et quand tu es lectrice ou lecteur, c'est que tu peux être celui qui s'enchaîne aux banques, tu peux être celui qui est... et tu vois très bien dans ta vie à quel moment tu es celui-là, à quel moment tu es celui-là. Et en fait, ça te permet aussi d'accueillir la complexité des choses. Donc et on sait que c'est dans la bienveillance qu'on peut se transformer et pas en étant dans un coin du ring comme je disais tout à l'heure. Donc tu as vraiment ce truc de... Il n'y a personne pour te voir en fait traverser tout ça, tu es tout seul avec toi-même. Donc tu es ouvert à la métamorphose. La deuxième chose, c'est que tu es créateur. C'est-à-dire que les films, tu consommes des images. Alors qu'un livre, c'est toi qui décides de la tête du monde. Oui, l'auteur ou l'autrice te raconte ce monde low-tech, etc. Mais c'est toi qui concrètement envoie la couleur, envoie la forme, envoie la chaleur, envoie voilà, quelle est la tête du personnage, est-ce que tu l'aimes, est-ce que tu l'aimes pas. Et ça, en fait, c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, et le cerveau, on le sait, hein, avec les trucs de neurosciences, le cerveau, s'il lit un truc dans lequel il y a une détresse, il est en détresse. Il a l'impression que c'est à lui que ça arrive. Donc c'est vraiment super important, ce niveau de vibration à nourrir. Et donc tu as ce côté créateur, donc ça change tout, parce que dans la modification de comportement, il y a un truc qui est essentiel, c'est d'être impliqué. Et donc effectivement, là, tu es impliqué. Et la différence entre la fiction et l'essai s'adresse à la tête, la fiction s'adresse au cœur, et dans l'essai, tu as une position un peu inférieure quand tu es lecteur ou lectrice. C'est-à-dire que c'est un sachant qui essaye de te convaincre, tu le sais, c'est le deal. Et donc, tu consommes de la théorie, on va dire, tu apprends, c'est très bien, mais c'est pas toi qui as la main. En tout cas, beaucoup moins que dans une fiction, c'est le lecteur et la lectrice qui dit est-ce que c'est plausible, est-ce que j'aime, est-ce que voilà, et c'est lui qui décide. Et d'ailleurs, on reçoit tous les auteurs ou les autrices reçoivent des mots où tu dis ah mais ouais, c'est ça que j'ai écrit. En fait, tu t'en es bien rendu compte et le lecteur te dit ce que tu as écrit. Et parce qu'il y a un endroit qui se met à la jonction entre ce que toi tu as écrit et ce que lui il vit et ce que lui il est. Et en fait, c'est à la jonction de ce truc-là qui se crée quelque chose et que le monde change un petit peu. Puis après, on pourrait prendre tous les ce qu'on appelle la science-fiction ou l'imaginaire. Nous, on fait plutôt de l'imaginaire soft. Moi, j'ai pas envie d'un monde de robots, en fait. Donc, et puis, je crois pas en un monde high-tech, en plus, pour des questions de ressources. Et en fait, dans l'imaginaire, on se rend compte que tout était là. Isaac Asimov, tout ça, il y a plus de 60 ans, ils avaient inventé la tablette. Enfin, il avait tout inventé, en fait. Internet, absolument tout, le téléphone portable, enfin tout a déjà été inventé. Jules Verne a dit qu'on irait sur la Lune 100 ans avant. Donc tu peux te poser la question, soit les auteurs sont visionnaires, soit on a réalisé ce qu'on a lu, et Elon Musk est un grand lecteur de SF. Et puis après, il y a un autre truc qui est la physique quantique et la force de l'intention. On sait qu'il y a plusieurs, en tout cas c'est ce que nous dit la physique quantique aujourd'hui, un certain nombre de travaux qui montrent qu'il y a plusieurs futurs qui sont en parallèle, qui sont un peu en compétition, et que avec nos intentions, on nourrit plus ou moins un scénario.
Et aujourd'hui, nous, on a envie avec la maison d'édition, on a envie de nourrir le scénario lumineux, quoi. Et d'en mettre un peu de ce côté-là, parce que les autres scénarios sont bien nourris, quoi. Mais force est de constater que c'est pas facile. C'est pas toujours facile, j'imagine bien. En tout cas, j'encourage les auditeurs et les auditrices à aller voir les ouvrages que vous proposez aux éditions La Mer Salée pour les enfants. On a parlé de désobéissance et d'autorité parentale. Pour les enfants, comment est-ce qu'on construit aussi ces nouveaux récits? Donc, est-ce que tu as des ressources, des bouquins à nous conseiller pour les Alors moi, les kids? miennes, c'était il y a très très longtemps et probablement qu'elles n'ont vraiment pas eu les bons livres d'ailleurs. Enfin, il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as plein de livres. Ouais. T'as La Cabane Bleue, par exemple, qui est une maison d'édition nantaise aussi avec nous, qui font des choses très très bien. Je pense que dans la jeunesse, il y a énormément de ressources, d'autant qu'il y a beaucoup de jeunes parents qui montent des maisons d'édition. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses, à mon avis. Je pense qu'il y a à plus trouver. de ressources que pour les adultes. Ouais. Et après, il y a... et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'adultes qui apprennent via leurs enfants en ce moment. Et après, je pense qu'il faut vraiment leur faire confiance aux enfants, parce que moi, je trouve que plus... Tu vois, une fois, je demande souvent quand je fais des interventions, et j'en ai fait auprès d'entreprises, je leur demande c'est quoi l'utopie. Et une fois, j'ai eu une réponse qui disait moi, quand j'étais enfant, je pensais que c'était positif, et après, j'ai compris que c'était négatif. Et là, tu te dis, ouais, c'est vraiment toute une éducation et toute une société qui te désapprend ce qui pour toi est évident. Et quand tu es petite, tout est évident. Et là, dans les Utopiennes, on a fait un atelier avec des enfants de primaire. On voulait... on leur demandait de se projeter. Donc, ce qui est pas facile, on leur a fait faire des découpages. Et c'était impressionnant parce que moi, j'essayais de voler des mots qu'ils disaient. Puis j'en ai fait un petit texte. Et ce qui était étonnant, c'est qu'on avait un parent qui est resté et qui a mais savonné la planche, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'imaginer des choses. Ah, mais non, mais ça, c'est pas possible. Ah, mais non, mais ça, c'est pas possible. Et ça, c'est horrible. Et je pense que le truc le plus important, nous, en tant que parents, c'est d'essayer vraiment tout. Moi, je pense que les enfants, ils savent. Et que le principal truc, il faudrait vraiment conserver cette âme d'enfant qui est extrêmement juste. Et quand je dis se débarrasser de ce qui nous rend absents, c'est vraiment retrouver l'âme d'enfant. Moi, je me souviens, ma fille, c'est aussi pour ça d'ailleurs que je me suis mis à écrire et que j'ai arrêté les infos en 2012. Donc, elle avait 8 ans, ma deuxième à l'époque. Et elle me dit, est-ce que le président, donc c'était les élections présidentielles, elle me dit, est-ce que le président, il a les moyens de donner un toit à tout le monde? Et là, je me suis sentie minable, quoi. Je me suis dit, mais comment moi, je peux même plus voir ça? Et je trouve que les enfants, ils sont là aussi pour nous remettre dans nos 22. Et en fait, il faudrait les formater le moins possible. Et ne pas leur faire trop porter aussi le changement du monde. En disant, c'est eux qui vont le faire, c'est eux. C'est lourd, quoi. C'est méga lourd. Et moi, je pense qu'il faut leur garder de la légèreté, et moi, je sais que... D'ailleurs, c'est pas vrai qu'il n'en existait pas de maison d'édition quand mes filles étaient petites, mais j'avais pas envie, en fait, qu'elles aient tous les trucs sur et la biodiversité, et le machin, et le truc. Peut-être j'avais tort, hein, mais j'avais pas forcément envie qu'elles aient ça. Moi, je crois qu'il faut justement cultiver. S'il y a bien un truc à cultiver et qu'on a perdu, et que justement, tu sais quand t'es enfant, c'est que tu peux être tout, et que tout est possible. Et c'est ça qu'on a perdu. Et d'ailleurs, tu vois, quand on a fait les Utopiennes et qu'on a appelé des auteurs en disant, voilà, parce qu'on n'avait pas de manuscrit positif, on leur a dit, imagine, en 2043, la cause pour laquelle tu te bats, en fait, c'est bon. Tu vois, on est tous végétariens. Imagine, le poumon vert, il est en Afrique. Imagine, il n'y a plus de GAFAM, imagine, etc. Donc, on a pris à chaque fois des auteurs ou des autrices qui pouvaient nous raconter ça. Et il y a un petit moment de... Waouh, qu'en fait, peut-être ça pourrait marcher, en fait, en train de me dire que... Et ça, on l'a perdu. On a besoin de réouvrir les perspectives. Aujourd'hui, elles sont bouchées, elles sont squattées par ou l'effondrement ou le high-tech. Et donc, on a un imaginaire qui est pas stérile, mais très sec, quoi. Et pour moi, c'est ça qu'il faut nourrir chez les enfants, plus que... alors oui, tu as raison, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qui ne rentre pas dans les constructions que nous, on a eues, donc être vigilant à ça. Mais en dehors de ça, moi, j'irais pas trop dans le bourrage de crâne, quoi. C'est dur ce que je dis, mais
plutôt, voilà, on en revient toujours à ça, c'est-à-dire laisser cet être naturel qui, pour moi, a déjà toutes les réponses. Et pas trop lui en remettre dessus, mais lui donner cette confiance en cette... voilà, de la confiance, de l'audace, du besoin de rêver grand, Oui, bien sûr, pour de qu'ils décider. entretiennent Mais oui. leur feu intérieur, Mais justement. oui, parce que sinon, qu'est-ce qu'on a ? Les seuls qu'on a comme ça, c'est des Elon Musk. Et ça, c'est des mégalos. Voilà. Mais on a besoin de mégalos d'utopiste, quoi, en fait. Bien sûr. De gens, on dit, non mais tu rêves. Bah ouais, je rêve, ouais. On se retrouve dans 5 ans et on verra si c'était des rêves. Génial. Merci beaucoup, Sandrine. Évidemment que je vais me plonger avec grand plaisir dans la lecture de cet ouvrage ce soir dans le train. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.